Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être avec nous donc, pour cette après-midi de cette 10e édition pour les rencontres de la santé à domicile. Une après-midi, comme vous le savez, pour échanger, pour débattre des enjeux qui concernent vos entreprises, qui vous concernent, mais plus largement, d'ailleurs, vous allez voir au cours de cet après-midi, qui concernent les enjeux du système de santé au sens plus large. Dans quelques instants, notre conversation avec Agnès Firmin-Lebaudot, l'ancienne ministre, députée de la Seine-Maritime, alors que la loi sur la fin de vie notamment est actuellement à l'Assemblée. On va lui demander justement comment les prestataires de santé à domicile peuvent jouer un rôle auprès de ces populations. À 16h30 également, notre table ronde sur l'organisation et les défis de notre système de santé. Quelle valeur ajoutée justement pour les prestataires de santé à domicile vus par des professionnels de santé et par des parlementaires. Mais d'abord, avant notre première table ronde introductive, un mot d'accueil pour bien démarrer cet après-midi. Alexandra Duvauchel, notre déléguée générale. Vous avez tout dit, mais je tenais effectivement à vous remercier vivement pour votre présence en nombre pour ces 10e rencontres de la santé à domicile. 10e rencontre qui marque aujourd'hui un tournant aussi parce que le système de santé est dans une pleine évolution avec beaucoup d'enjeux, enjeux de vieillissement, enjeux épidémiologiques, démographiques, on le sait. Et bien, nous sommes aujourd'hui là pour en débattre et sur la volonté, bien évidemment, de mettre la santé au domicile au cœur de nos préoccupations. Je vous souhaite une très bonne après-midi et bon débat. Merci beaucoup, Alexandra. On peut l'applaudir. On vous retrouve tout à l'heure avec Agnès Firmin-Lebaudot. Donc effectivement, comme Alexandra nous l'a dit, on va démarrer cet après-midi autour de ce sujet de l'adaptation des pratiques des PSAD, qu'il s'agisse d'innovation technologique, d'organisation de notre système de santé ou tout simplement d'attente des patients. Les PSAD d'hier et d'aujourd'hui, puisque c'est notre 10e édition cet après-midi, ne sont plus les mêmes. Comment s'adapter? Quelle est cette nouvelle valeur ajoutée? On en parle avec nos invités. On accueille donc Maxime Patou, Jean-François Thébault, Émilie Lecoq, Sylvain Benminster, Patrice Rexin et Emmanuel Maury qui viennent nous rejoindre. On les applaudit. Et ils vont s'installer à nos côtés. Bonjour. Alors, c'est pas comme à Noël, il n'y a pas de plan de table. Donc voilà, on va faire ça de manière très simple et naturelle. Installez-vous où bon vous semble. Allez-y. Bonjour messieurs, dames. Nous sommes donc avec Maxime Patou à ma gauche, pneumologue à la PHP. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Émilie Lecoq, infirmière en pratique avancée également à la PHP. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas dans le même établissement. Hein. Non. Voilà. Vous êtes à Pitié-Salpêtrière et à Beaujon. Voilà, bon, ben comme ça, on sait tout. Sylvain Benminster également est à vos côtés. Vous n'êtes pas à la PHP, vous, non? Vous êtes infirmier libéral diplômé d'État et votre témoignage nous sera précieux. Effectivement, nous sommes également avec Emmanuel Maury. Merci d'être avec nous, administratrice de la FEDEPSAD, copilote de notre mission diabète. On va en parler. À vos côtés, Patrice Rexin, bonjour, vice-président de la FEDEPSAD. Et nous sommes également avec Jean-François Thébault. Merci d'être avec nous, vice-président de la Fédération française des diabétiques pour le côté patient, et on va très vite y venir parce qu'effectivement c'est un sujet qui est important. Alors peut-être pour faire un premier tour de table et avoir un petit peu votre regard pour démarrer, au cœur naturellement de ces échanges qui vont avoir lieu là au cours des 45 prochaines minutes, il y a deux grands bouleversements, celui bien sûr des innovations technologiques et celui effectivement de l'organisation du système de soins. Avant de parler peut-être les uns et les autres de vos rapports justement avec les PSAD et la valeur ajoutée finalement que vous y trouvez, peut-être dites-nous pour introduire dans vos couloirs respectifs, j'allais dire, quelle est l'évolution, le changement qui vous paraît le plus marquant? C'est la 10e édition, alors allez, admettons, depuis ces 10 dernières années. Qui démarre? Docteur Patou, à ma gauche. Bonjour, donc merci pour l'invitation. Alors pour moi, le changement le plus marquant dans le domaine de la partie insuffisance respiratoire, syndrome d'apnée du sommeil, c'est clairement le développement du télésuivi et de la télétransmission des données d'observance et d'efficacité des traitements qui a vraiment changé la manière dont on appréhendait le soin, ce qui a changé la manière dont on organise nos consultations aussi. Et donc c'est vraiment la première. Après, je ne développe pas tout de suite, on en discutera après. Un petit peu quand même. Un petit peu, non mais d'accord, on fait le tour. Donc c'est vrai que on sait que bon, alors ça a été un petit peu amené par les
par les remboursements qui ont été différenciés. Et c'est sûr que c'est toujours un élément qui est important, mais on est quand même dans le domaine de l'apnée du sommeil et bientôt dans le domaine de l'insuffisance respiratoire, la seule partie de la médecine dont le remboursement est conditionné à l'observance des patients, et donc avec une situation qui est des fois un petit peu baroque, c'est-à-dire des patients qui se mettent dans la tête que 4 heures, c'est vraiment ce qu'il faut, des fois de manière positive, et ils vont garder la machine pendant 4 heures juste pour atteindre alors qu'ils sont réveillés, et des fois de manière négative, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas bien faire leur traitement quand ils ne sont pas dans les clous, alors que c'est des cours dormeurs, etc. Donc ça a beaucoup changé la manière dont on travaille, donc notamment on va parler surtout de la PPC, où là c'est vraiment dans le standard of care et c'est vraiment implémenté dans la pratique courante. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul médecin du sommeil qui travaille en suivant ses patients sans consulter les données de télésuivi. Ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai ma consultation le lundi matin, par exemple, et donc le lundi matin avant de commencer, j'ai tous mes relevés d'observance, je sais exactement comment je vais préparer ma consultation. Je sais que j'ai des patients qui vont me prendre 5 minutes parce que tous les signaux sont verts, des patients qui vont me prendre une demi-heure, et ça me permet comme ça de bien piloter ma consultation et d'assurer la bonne allocation de mon temps médecin aux patients qui en ont le plus besoin et pas perdre du temps à des patients qui vont très bien. L'autre élément qui est assez important, c'est que le développement de ce télésuivi, ça permet aussi, en lien justement avec les prestataires, d'améliorer la qualité du soin et d'éviter de la consommation de soins. Typiquement, sur les mises en place, les installations de PPC, alors avant, on avait des consultations qui se faisaient de manière assez rapprochée après l'initiation du traitement par PPC. Aujourd'hui, alors d'une part, complètement contraint par le fait que, perso, mes délais de consultation sont à 1 an. Donc, une fois que j'ai commencé une PPC, si je veux revoir le patient, ou bien je ne déjeune pas, ce qui est très mauvais pour mon équilibre alimentaire, ou alors je revois le patient dans 6 mois et ça c'est très mauvais pour lui, eh bien le fait d'avoir le télésuivi permet d'avoir, en travaillant et en bonne collaboration avec le prestataire, justement avoir un retour patient et de faire des échanges numériques pour adapter les choses qui ne nécessitent pas forcément une consultation. Et donc ça c'est du temps gagné pour les soignants et pour les patients avec une amélioration de la prise en charge. Effectivement, et avec un sujet de rapport aux prestataires de santé à domicile, notamment sur la fourniture de la data, on y reviendra dans un instant. Même question peut-être. Je me tourne à ma droite, Jean-François Thébault. Qu'est-ce que ça change effectivement? Qu'est-ce que vous notez, j'allais dire, comme évolution, qu'elle soit dans l'organisation du système de soins, dans les nouvelles technologies ou sur tout un tas d'autres sujets de ces 10 dernières années, les plus marquantes en tout cas pour vous? Là, vous me demandez de commencer par ma conclusion. Enfin, c'est pas grave. Pour ce qui concerne le diabète, on est dans un état de crise actuellement parce que justement, la réglementation telle qu'elle est appliquée ne permet pas de suivre l'évolution technologique. Et donc pour nous, en matière de diabétologie, le point est là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une adaptation de la réglementation, donc de la tarification et des pratiques qui permettent de poursuivre un suivi de qualité tel qu'il était jusqu'à présent. Et là, on voit très bien qu'avec les nouvelles règles qui ont été mises sur les boucles semi-fermées, on est dans une situation où il n'y a plus d'adaptation à la capacité et de la viabilité des structures à assurer la pérennité de ce service de manière ubiquitaire et sur tout le territoire. Donc pour nous, l'avenir, c'est qu'il y ait une réelle adaptation à la fois territoriale mais aussi aux patients, parce que tous les patients ne sont pas pareils et on ne peut pas avoir une tarification qui soit identique pour tout le monde. Ou alors elle est trop généreuse pour certains, on est d'accord, mais justement il faut qu'il y ait une adaptation de cette tarification à l'évolution de ces nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, ça ne simplifie pas. Une nouvelle technologie, c'est plus compliqué à initier. C'est toujours plus compliqué, surtout quand il y a de la télémédecine, de l'intelligence artificielle. Donc, il faut prendre en compte ces évolutions au niveau du début ou du démarrage des premiers temps, parce que contrairement à ce qui a été affirmé, les patients ont besoin de beaucoup de suivi à ce moment-là. Alors après, quand ils l'ont appris, quand ils sont bien formés, là ils se débrouillent tout seuls. Mais au départ, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je le montrerai dans l'enquête qui a été faite, troisième point, c'est que les patients sont très en demande, outre cette évolution et cette aide à la technologie de la part des prestataires, ils sont très en demande aussi d'avoir la capacité de gestion, comme un peu ça l'est dans le respiratoire, de gestion des données. Gestion de leurs données et l'accès à leurs données. Et malheureusement, on voit que là aussi, il y a une non-adaptation entre le service fourni dans un certain sens et le télésuivi ou la télésurveillance qui sont faits par d'autres acteurs. Et il y a une forte demande de la part des usagers à simplifier les organisations des soins pour que ce soit les mêmes qui fassent l'un et l'autre.
Parce qu'effectivement, Emmanuel Maury, vous, comme Jean-François Thébault le précisait, du point de vue finalement effectivement du diabète, les nouvelles technologies apportent quelque chose véritablement de nouveau finalement aujourd'hui aux patients, avec une nécessité d'action de votre part derrière. Alors, on peut dire que c'est depuis, on va dire, 2 ans et demi maintenant, l'émergence des boucles semi-fermées. C'est ça qui est relativement récent. Qui est relativement récent côté diabète aujourd'hui. Ça a changé. Ce qu'on voit, ça a changé les interactions entre les patients et leurs prestataires, entre les patients et leurs diabétologues. Et tout ça, ça a provoqué un énorme mouvement. Et comme vous disiez, Jean-François, c'est pas parce que c'est des nouvelles technologies qu'il y a moins besoin de support de la part des PSAD ou de la part des diabétologues d'ailleurs. C'est plutôt le moment auquel on a besoin d'apporter ce support, c'est-à-dire beaucoup à l'initiation du traitement, parce que vous avez beaucoup de matériel supplémentaire qui arrive, des capteurs, des dispositifs qui sont plus complexes. Donc c'est l'initiation, la formation du patient qui découvre ces nouvelles technologies. Et puis ensuite, au cours du temps de la vie du patient, et je laisserai Jean-François l'expliquer, ça va dépendre du type de patient. Et c'est là où on parle effectivement de la personnalisation du support et de la prestation apportée. Et les nouvelles technologies ont vu émerger des patients qui sont hyper effectivement autonomes, hyper geeks, qui arrivent à s'adapter très rapidement pour peu qu'on leur ait bien expliqué et qu'ils soient bien partis dans la bonne initiation. Et par contre, on voit aussi des gens pour qui ces technologies sont vraiment des solutions, mais qu'il faut accompagner. Parce qu'ils sont en territoire éloigné, parce qu'ils captent moins bien, parce qu'il y a d'autres pathologies qui font que le système n'est pas si facile d'accès. Et donc, on a vraiment vu, à travers ces nouvelles technos, l'émergence de la personnalisation nécessaire. Et c'est ce qu'on a, on en parlera peut-être plus longuement, mais ce qu'on a proposé maintenant depuis de longs mois à l'HAS, en disant proposons un support renforcé pour ces patients dits complexes. Alors qu'est-ce qu'un patient complexe? On peut y revenir, mais on a beaucoup d'exemples où on dit on a besoin d'un support plus renforcé. Et puis aussi, je voulais parler des patients qui sont des enfants, tous les enfants pédiatriques, qui sont 25% des patients qui sont sous pompe à insuline aujourd'hui en France. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui légifère et qui cadre finalement l'accompagnement. Donc, c'est les prestataires qui, avec leurs moyens qui sont toujours réduits d'année en année, s'adaptent et adaptent leurs prestations pour ces publics qui sont de plus en plus en demande. Alors, on ne cache pas qu'il y a une autonomisation, il y a des gens à qui ça parle beaucoup, mais étudions ces différents profils qui émergent suite à ces nouvelles technologies. Et effectivement, vous parlez de l'attente patient, on le verra notamment avec votre étude, Jean-François, parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui sont intéressants en matière effectivement d'attente et de capacité d'intervention de la part des prestataires de santé à domicile. On continue notre petit tour de table introductif. Émilie Leclerc, peut-être un autre angle de vue. Je sais que votre sujet principal, vous, en tant qu'infirmière en pratique avancée, qui est finalement, une fonction relativement récente dans l'échelon hospitalier. Effectivement, c'est plus finalement lié à l'organisation aujourd'hui, la sortie des patients de l'hôpital, l'hospitalisation à domicile. Ça, c'est effectivement ce qui vous marque le plus, peut-être? Oui, moi, c'est plus, effectivement, sur ce versant-là. Après, sur ma pratique avancée, comme vous le disiez, c'est une mission qui est quand même assez récente. Moi, en fait, mon expérience avec la prestation, ça a été mes 12 années de coordination donc, au Centre agréé de nutrition de l'hôpital Beaujon, où effectivement, on a une typologie de patients complètement différente. On a des patients qui dépendent de nutrition parentérale à la maison sur des voies centrales. Et effectivement, j'ai commencé dans la prestation. J'ai fait 2 années dans la prestation, ce qui m'a amené à un moment au Centre agréé de nutrition. Et qu'effectivement, j'avais eu les 2 casquettes et je me rendais bien compte qu'il y avait un vrai besoin aussi pour l'hôpital. En fait, j'avais pu vraiment voir les 2 versants. Et du coup, moi, la prestation, ça a été pour moi quelque chose de primordial dans le suivi du patient, de pouvoir mettre le patient à la maison, qu'il soit en sécurité. Et donc, de ce fait, moi, le fait d'avoir des acteurs de terrain, des collègues, pour pouvoir travailler et de comprendre notre langage, j'avais vraiment besoin ce travail en collaboration est essentiel. Après, les grandes avancées, j'entends, je ne suis pas aussi au fait avec tout ça sur les autres pathologies, mais néanmoins,
sans la prestation aujourd'hui, je ne sais même pas comment les gens pourraient être en sécurité à la maison. Voilà. Et on y reviendra en l'occurrence, mais effectivement, ça fait partie des enjeux très importants qui vous concernent notamment. Sylvain Bedminster, même question, finalement, votre regard, vous en tant qu'infirmier libéral, on y reviendra d'ailleurs au cours de cet après-midi, mais les infirmiers libéraux qui sont des vrais partenaires aujourd'hui des prestataires de santé à domicile, ce qui vous a finalement, au cours de ces 10 dernières années, le plus marqué finalement dans l'évolution de votre pratique quotidienne? Nous, on est le dernier maillon. C'est la main active de toute la chaîne qui permet justement aux gens de pouvoir rentrer chez eux et d'avoir accès à leurs soins. Et c'est vrai que l'EPSAD, la chose vraiment exceptionnelle qu'ils ont pu mettre en place, c'est tous les matériels qui permettent aux gens d'avoir une réelle autonomie. C'est pas juste, on va dire, un transfert des personnes à la maison. De l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a des équipements qui permettent aux gens de sortir de chez eux, d'avoir une autonomie qui permettent de retrouver vraiment un quotidien entre guillemets normal, oui. Et de moins subir le soin en étant coupés de leur quotidien et de leur activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit la différence avec les prestataires de services, parce qu'eux, ils nous apportent justement les nouveaux outils, parce que nous, infirmiers, on ne peut pas directement avoir accès à ce genre de matériel. Et en fait, c'est une vraie plus-value pour les patients qui sont très contents et qui demandent que ça, quoi. Et ça, pour vous, c'était pas le cas il y a 10 ans? En fait, c'est pas pareil. Par exemple, je me suis rendu compte que récemment, les brevets pour les Baxter qu'on utilise, donc c'est-à-dire les systèmes de perfusion à domicile portatifs, ça a 10 ans. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant, les gens, ils avaient encore le pied à perfusion qui était avec eux. Donc quand on les sortait de l'hôpital, ils se retrouvaient comme à l'hôpital, mais chez eux. Donc en gros, ils étaient encore limités au point de vue de leur mouvement à la maison, dans leur chambre, des fois. Il suffit que la maison ait des escaliers. Il faut pas avoir de marche. Voilà, c'est ça, il faut pas avoir de marche. Donc ils sont pieds chez eux. Et ça, c'est vrai que les prestataires, avec ces gens de nouvelles technologies, ont permis aux gens au retour à domicile, d'avoir une liberté réelle et de continuer leurs soins plus paisiblement et de récupérer aussi, parce que ça participe effectivement aux personnes de récupérer plus facilement dans l'état de patient en revenant comme ils étaient avant. Alors, Patrice Rexin, peut-être pour synthétiser et avoir aussi votre regard sur ce qui a été évoqué. On a parlé de nouvelles technologies, on a parlé de data, on a parlé effectivement d'organisation et de domiciliaire. Le domiciliaire, on va beaucoup en parler en fin d'après-midi, mais c'est effectivement un des sujets clés aujourd'hui pour votre profession. Et puis, on a parlé également d'attente des patients, de formation, parce qu'il y a des sujets de formation également. Quel regard vous avez effectivement, vous, sur ces 10 dernières années? Comment tout ça a évolué? Et effectivement, est-ce que vous, le métier que vous faites aujourd'hui, et ainsi que l'ensemble de vos adhérents, comment est-ce qu'il a évolué? Après, on regardera pourquoi il a évolué, mais comment est-ce qu'il a évolué? Alors, si on fait un focus sur les 10 dernières années, ouais. On ne peut pas quand même occulter que depuis le début de notre activité, on peut l'estimer dans les années 1970-1980, ça a été une succession d'évolutions, et entre le métier des origines et celui d'il y a 10 ans, il y a eu déjà énormément de progrès, et essentiellement liés à un souci permanent de s'adapter aux besoins des prescripteurs, des patients et ensuite des infirmiers. Je dis ensuite des infirmiers parce que dans un premier temps, les prestataires intervenaient peu en collaboration avec les infirmiers. Ça a commencé avec la perfusion, ensuite avec le diabète. Si on regarde maintenant sur les 10 dernières années de façon très synthétique, et pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, la difficulté côté PSAD, et ça a été évoqué par Emmanuel, c'est que on doit faire face à une volonté gouvernementale de sortir les patients de l'hôpital ou de les garder le moins longtemps à l'hôpital. Il ne faut pas oublier qu'au départ, cette mesure, elle n'était pas liée à un souci d'économie, elle était liée au problème des infections nosocomiales. Au départ, quand on a sorti les patients de l'hôpital, c'était pour lutter contre les infections nosocomiales. Donc il y avait une véritable volonté sanitaire. Et c'est là qu'on a commencé à parler de durée d'hospitalisation en disant qu'il faut garder les gens en plateau technique le moins longtemps possible. Eh bien, une volonté du gouvernement de garder le moins possible les gens à domicile, à l'hôpital, au contraire, et de les renvoyer à domicile ou de les laisser à domicile. Une évolution démographique qui fait que le nombre de patients à appareiller, en tout cas à suivre, est de plus en plus important et sera de plus en plus importante. Donc on en a de plus en plus et on ne l'est plus à l'hôpital. Des PSAD qui vont s'adapter, intégrer les nouvelles technologies, qui vont devoir, comme ça a été très bien évoqué, une nouvelle technologie, c'est plus de présence au niveau des professionnels de santé, des IDE, des IDEL, des médecins. C'est aussi organiser le retour d'informations. Docteur Patou l'exprimait très bien. Je veux dire, on ne parachute pas un patient à domicile, on reste en contact avec le médecin prescripteur. Donc on s'adapte, on forme les gens, on prend des compétences, on intègre les nouvelles technologies. Et sur les 10 dernières années, ce qui devient très compliqué,
c'est qu'on ne nous reconnaît pas tout cet effort-là et qu'on nous reproche au contraire d'équiper de plus en plus de patients à domicile. La grosse différence, ce n'est pas tant la mise en œuvre de ce qu'on a mis 30 ans ou 40 ans à développer dans les relations avec les infirmiers du terrain, les médecins, les patients, les associations de patients aussi avec qui on a échangé de plus en plus. C'est bien qu'à un moment donné, on nous reproche le service qu'on est censé rendre, c'est-à-dire permettre à des patients d'être pris en charge à domicile. On pourrait parler d'économie, ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'hôpital, mais surtout ça permet de désengorger le système hospitalier. Et le grand paradoxe, et finalement le gros changement sur les 10 dernières années, c'est qu'on est dans une phase où on reconnaît qu'il y a eu des erreurs profondes dans la gestion de l'hôpital et qu'on est en train d'appliquer les mêmes erreurs aux prestataires de santé au risque de remettre en cause le modèle demain. Alors qu'au contraire, on n'a pas vocation à prendre en charge tous les patients, tellement de patients à prendre en charge que tout le monde doit jouer son rôle. Donc il faut qu'on communique encore plus avec les médecins prescripteurs, les médecins hospitaliers de ville, avec les associations de patients, avec les IPA, les infirmiers en pratique avancée, à l'hôpital, là où ils interviennent, avec les IDEL, qu'on ait des relations, avec les patients bien entendu, qu'on les accompagne dans les nouvelles technologies et qu'on soit de plus en plus fin dans notre capacité à avoir, ce qu'évoquait Emmanuel, un service non pas à l'aveugle, mais ce que permettent maintenant, je dirais, les évolutions en compétences des uns et des autres et la technologie, d'avoir une prestation adaptée, un accompagnement adapté en fonction des besoins du patient. Je ne suis pas spécialiste du diabète, mais ce que je sais, c'est que dans les patients diabétiques, il y a des typologies complètement différentes, il y a des attentes et des besoins complètement différents, et nous devons nous adapter à eux, dans la mesure du possible, et ne pas leur imposer un modèle figé, contraint, un standard qui ne répondra jamais à leurs besoins. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qui rejoint effectivement notamment les enseignements du baromètre que vous avez découvert ce matin, c'est finalement du côté de l'attente des patients, la nécessité, le besoin d'avoir une aide technique, une coordination, avant même peut-être d'ailleurs le sujet de l'aide psychologique et de l'intervention, l'aspect domiciliaire des choses finalement. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et effectivement, et Maxime Patou notamment, vous nous évoquiez le sujet de l'avancée des nouveautés et des innovations technologiques. Ces innovations, ça a été un peu souligné aussi, elles ont rendu quand même les dispositifs médicaux beaucoup plus complexes. Alors bon, vous avez fait 10 ans d'études, donc forcément c'est facile, moi j'en ai pas fait 10 ans. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment finalement, est-ce que ça c'est une valeur ajoutée? On va commencer à arriver finalement aussi sur l'attente que vous pouvez avoir et les valeurs ajoutées de ces prestataires de santé à domicile. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est une véritable valeur ajoutée que de comprendre ces technologies et d'avoir cette capacité de faire la passerelle entre ce que vous demandez finalement, la capacité d'avoir un outil qui fonctionne et puis finalement un système qui est au domicile du patient et qui simplifie aussi la vie du patient? Merci pour la question. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, c'est pas tellement le niveau d'études qui est un problème, c'est globalement le temps. C'est globalement une petite provocation de ma part. Et en fait, c'est sûr qu'on voit très bien que dans le développement des technologies, ce qui va être utilisé par les médecins, ça va être des technologies qui ne leur compliquent pas le quotidien et qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'une technologie sur un système où il va y avoir 4 facteurs d'authentification, il faut avoir son téléphone portable, elle va avoir un taux d'adhésion qui va être moins important s'il n'y a pas des systèmes faciles. Et avoir la garantie que l'information, elle est sur un endroit, elle est extrêmement importante et il n'y a rien de plus frustrant en fait que l'implémentation de ces nouvelles technologies et la génération de problèmes de non-fonctionnement. Parce qu'une technologie qui ne va pas fonctionner ou qui ne va pas apporter d'informations pertinentes, elle est de toute façon vouée à l'échec parce qu'on ne l'adoptera pas, parce qu'on n'a pas le temps de régler des problèmes techniques. C'est comme quand vous avez, typiquement dans les ordinateurs, il y a des ordinateurs, ils fonctionnent tout de suite. Et quand ils commencent à plus fonctionner, c'est pas très écolo, mais les gens ont tendance à remplacer et à pas se poser le problème de comment je pourrais réparer. En médecine, c'est exactement pareil. Ça fonctionne pas, on n'a pas, sauf si on n'a pas d'autres solutions et sauf si c'est vraiment quelque chose qui est bien évidemment pertinent pour le patient. Et ça, c'est un élément qui est aussi important à prendre en compte. C'est qu'est-ce que j'apporte avec ma technologie au patient et quels marqueurs j'utilise. Parce que, alors bien que j'ai 2 montres connectées aujourd'hui, c'est juste pour des tests scientifiques. Il n'y a rien de pire que la technologie pour la technologie et ça, les prestataires, ils ont bien sûr la pression des médecins qui demandent plus de technologie et on aime bien avoir des plateformes avec des trucs verts, des trucs rouges, comme ça on est content. Mais derrière, la question de ce qu'on fait de cette information, il est extrêmement important. Une information, même si elle est bien apportée mais qui est inutile et qui ne va pas changer la prise en charge du patient, c'est une mauvaise information et donc c'est une technologie qu'il ne faut pas utiliser. Et à partir de ça,
Quelle attente finalement vous avez aujourd'hui vis-à-vis des prestataires de santé à domicile, une fois qu'on a dit qu'effectivement il ne fallait pas de la techno pour la techno, mais que ça pouvait être un peu compliqué quand même? Non, effectivement. Après, une fois qu'on a... Donc la techno, elle est là, et après, ce qui est important dans le rôle du prestataire, c'est justement de contextualiser cette information. Aujourd'hui, typiquement, on peut parler des patients insuffisants respiratoires, où on sait que si on surveille les données machines avec les données de la machine avec la fréquence respiratoire, on peut prévenir des exacerbations, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on traite des patients, et justement, vous êtes auprès du patient, vous avez des techniciens qui vont chez le patient, vous connaissez bien mieux que les médecins ce que c'est le domicile. J'avais travaillé un peu en Angleterre et donc j'avais fait des visites à domicile et j'avais découvert avec effroi ce qui est probablement le quotidien d'un certain nombre de techniciens, de voir des conditions sociales extrêmement difficiles. Et vous avez ces informations et donc cette data, la contextualiser et dire ok, ce patient-là, oui, il y a ça qui a changé, mais en fait, dans sa vie, il y a tel problème. Oui, il est moins observant, mais il est en train de divorcer. Oui, il est observant, mais il est non observant, mais il a un enfant de 3 ans qui pleure toutes les nuits. Eh bien, ça va nous permettre de ne pas faire du soin. Et au final, le prestataire, c'est encore la dernière personne qui est vraiment en contact du patient. C'est malheureux, hein, mais les médecins, il y a 30 ans, c'était une demi-heure de consultation en spécialité. Aujourd'hui, on approche plus du 15-20 minutes. Et on va directement à la question, c'est triste, hein, mais le syndrome d'apnée du sommeil, moi aujourd'hui, je n'ai pas le loisir de m'occuper des comorbidités du syndrome d'apnée du sommeil. C'est aussi pour ça qu'on a besoin notamment d'IPA. Il en manque en sommeil si ça voulait une reconversion. Mais voilà, on n'a plus le temps de faire une vraie prise en charge globale. Et si on va à l'extrême du système de santé anglais, vous savez très bien que le médecin généraliste anglais, vous avez un rendez-vous dans 3 mois, ça va être filtré par une infirmière et ça va être une question, un problème et rien d'autre. Et des consultations de 8 minutes. Et donc vous, en étant au domicile, vous nous permettez d'avoir une information plus riche que juste de la data et donc d'avoir un soin qui va être plus pertinent. Émilie Leclerc. Pardon ? C'est Lecoq. Émilie Lecoq, oui, mais j'avais envie d'essayer autre chose, mais on va peut-être rester sur votre nom de famille, vous avez raison, c'est mieux. Pourquoi pas ? Non, mais je n'ai pas d'intelligence artificielle embarquée, donc je n'ai pas d'innovation technologique. Moi. Je dois peut-être acheter une montre connectée, au moins une. Effectivement, Émilie Lecoq, donc, oui, réaction à ce qui vient d'être dit, effectivement, et le regard, effectivement, aussi que vous avez sur cette capacité à intégrer la nouvelle technologie et à créer de la passerelle, effectivement, aussi au domicile du patient. Alors moi, je ne me sers pas forcément de technologie. Ouais. Moi, je suis vraiment en contact direct avec les personnes du prestataire. Enfin, j'ai pas de matériel connecté. Après, moi, c'est, comme vous disiez, ce qui est hyper important, c'est d'avoir des gens qui sont sur le terrain, qui nous font des retours terrain, qui vont nous parler de l'observance ou pas du patient, de savoir si les conditions sont réunies aussi pour que les choses se passent bien. Moi, ce que j'attends aussi, c'est d'avoir, comme je vous disais, des collègues qui vont me parler du problème et qui vont avoir le même langage que moi, parce que les questions que je pose, elles sont pointilleuses parfois. Bien sûr. Et que si j'ai derrière quelqu'un qui n'est pas capable de répondre à ça, pour moi, c'est compliqué. Du coup, effectivement, c'est l'avantage d'avoir, alors du coup aussi les cabinets infirmiers libéraux, parce que du coup, moi, l'avantage, c'est que je travaille aussi beaucoup, je travaillais, mais je continue, avec le prestataire, qui n'est pas qu'un livreur de matériel. Et j'étais aussi beaucoup en contact avec les libéraux. Et donc, c'est un trinôme, quoi. C'est vraiment une vraie collaboration ville-hôpital, et ce qui permet vraiment d'avoir du lien. C'est-à-dire que ce que le prestataire va pouvoir voir, lui, quand il va venir faire son installation, son suivi, ne sera pas non plus la même chose que ce que peut voir aussi le cabinet infirmier. Bien sûr. Et que du coup, c'est là où, parfois, il peut y avoir aussi des difficultés. C'est la communication. C'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est ce qu'on demande. Enfin, moi, en tout cas, en tant que professionnel, c'est ce que je demande, c'est de pouvoir avoir un contact à l'extérieur de l'hôpital. Je leur dis toujours, c'est mes yeux à la maison, quoi. Bien sûr. Et c'est vraiment eux sur qui je peux réellement compter. Petite parenthèse, Patrick Strexin, ou au moins un mot de réaction, parce que Émilie Lecoq venait de nous dire effectivement, vous n'êtes pas que des livreurs de matériel. Et heureusement d'ailleurs, mais il faut le faire quand même. Maxime Patou nous disait effectivement il faut arriver maintenant aussi à comprendre la data et à la contextualiser, donc il faut être un peu data scientist aussi d'une certaine manière, de plus en plus. Il faut être aussi contextualisé dans le contexte social, donc il faut être aussi un petit peu assistant social. Ça revient effectivement à ces notions d'aide psychologique que l'on voit d'ailleurs dans le baromètre qui a été présenté ce matin. C'est ça le trinôme, la définition du PSAD en 2024, après 10 ans
ans d'évolution technologique et de réorganisation du système de soins. Est-ce que c'est un début de définition? En tout cas, ça y contribue pour partie, Un peu. et ça y contribue bien entendu. Le sujet de la data, il est fondamental. La question, c'est l'intention de la data. L'intention de la data, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai de la technologie, mais dans quel objectif? La technologie n'est pas un objectif en soi. Donc, je mets de la technologie pour avoir la plus grande pertinence d'analyse et de remontée d'informations aux médecins prescripteurs, aux professionnels de santé du domicile ou hospitalier et aux médecins traitants, de manière à pouvoir avoir l'approche la plus personnalisée possible. La grande différence entre l'hôpital et le domicile, c'est que le domicile, c'est de l'individualité et l'hôpital, c'est collectif. Donc en réalité, l'intention de la data et les nouvelles technos, si l'objectif c'est d'avoir une approche du patient la plus fine possible, la plus humanisée et la plus éclairée possible pour justement pouvoir remonter les informations et faire circuler l'information, parce que la coordination, ça se fait à plusieurs, et l'efficacité, c'est lié à la circulation de l'information. J'ai le bon niveau d'information, je prends les bonnes décisions, je m'occupe bien du patient. Et c'est ça qu'il faut organiser. Donc en fait, le dénominateur commun, il est là. Et tout ça, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on va utiliser les nouvelles technologies au service du patient, au service des médecins, et que notre rôle, c'est aussi, au-delà de tout l'aspect technique, de tout l'aspect accompagnement, de renforcer cette relation humaine. La relation humaine, ça ne veut pas dire se déplacer de façon frénétique chez un patient s'il n'en a pas besoin. Oui. Parce que la relation humaine, c'est aussi respecter l'intimité du patient. L'intimité du patient, c'est je ne vais pas chez le patient s'il ne ressent pas le besoin, y compris médical, de me voir. Donc ce n'est pas en étant super présent physiquement chez un patient qu'on va avoir une approche adaptée. Et c'est là que la technologie devient très intéressante. Avec une nécessité de formation, naturellement, puisque l'évolution technologique se faisant, on est obligé aussi de rester formé, connecté, j'allais dire, effectivement. Ouais. Alors ça, c'est dans notre ADN, la formation et la remise en cause permanente. Emmanuel Maury. Oui, je rajouterais, parce que docteur, vous expliquez côté apnée du sommeil qu'effectivement les PPC remontent de la data tous les jours. Hein. Je crois qu'à 8h00, la data elle remonte. Pour ce qui est du diabète, la data c'est déjà de la voir. Parce qu'aujourd'hui les pompes, elles ne communiquent pas automatiquement. Hein. Il faut télécharger les données. Et ça, ça fait partie de la formation initiale des patients. Ça fait partie de l'éducation du patient, de télécharger ces données en temps et en heure au bon moment. Et là aussi, les infirmiers d'EPSAT jouent un rôle qui a changé, c'est-à-dire que elles ont dû s'adapter à ces nouvelles technologies. Entre parenthèses, les nouvelles technologies, il y en a eu ces dernières années, il y en a eu une tous les 6 mois, et elles sont pas copier-coller. À chaque fois, on se remet avec les fabricants dans qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, on s'adapte, on se forme, et on est au bon moment, au bon endroit pour que la donnée circule. Donc avant de dire qu'on en fait quelque chose, que ça s'allume vert, que ça s'allume rouge, il faut déjà que la donnée circule. Et l'EPSAT joue actuellement, en tout cas pour la partie pompe à insuline, un rôle prépondérant, alors qui mérite d'être encore souligné, valorisé, mais c'est effectivement pour aider les professionnels de santé qu'on a encore ce maillon à boucler. Jean-François Thébault, vous aviez démarré tout à l'heure en évoquant cet exemple qui est effectivement un exemple assez intéressant, marquant de la boucle fermée. Là, quand on parle effectivement d'évolution dans la pratique, d'évolution dans les protocoles, d'évolution dans la technologie, là effectivement on est en plein dedans. Quels enjeux, j'allais dire, ce sujet, peut-être pour donner et aller un peu plus loin dans cet exemple, d'une certaine manière soulève pour vous, et à quel moment dans ce dispositif vous avez besoin des prestataires de santé à domicile, et pourquoi faire? Alors, la boucle fermée, c'est une révolution technologique extrêmement importante. Aujourd'hui, elle est réservée, en théorie, suivant les indications, aux patients mal équilibrés, aux patients difficiles. Mais compte tenu de l'efficacité, de la qualité de vie qui s'améliore et de l'amélioration des algorithmes et de l'intelligence artificielle qu'on met dedans, il y a fort à parier que l'immense majorité des patients qui ont une pompe, actuellement à peu près 100 000 personnes diabétiques ont une pompe, iront vers la boucle fermée, parce que ça apporte de la qualité de vie, ça apporte de la tranquillité, mais ça apporte aussi de la sécurité. D'ailleurs, on peut mourir d'une dose d'insuline trop forte. Donc la sécurité pour un diabétique, c'est le premier enjeu. Le premier enjeu, c'est la sécurité. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à tout ce qui a été dit, le diabète, ça représente un peu un modèle de tout ce que vous avez dit.
à tous les niveaux. Parce que le patient diabétique, d'abord, il ne vit pas à l'hôpital. La vie d'un diabétique, c'est toute sa vie. Il est toujours chez lui, sauf dans des rares phases de complications ou autres. Donc c'est vrai un modèle qu'il faut adapter d'emblée à l'ambulatoire. Voilà. Alors en France, on a choisi les prestataires de soins à domicile comme modèle depuis très longtemps. Il y a d'autres pays qui ont d'autres systèmes. Mais de toute façon, quel que soit le système, il y a un service à domicile. Il n'est pas assuré par les mêmes, mais ce service est indispensable. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure avec une petite étude, si vous avez le temps, à quel point il est reconnu par les patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce service, c'est pour autonomiser les patients. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de les garder et de les conserver. Au contraire, l'objectif, c'est de les rendre plus libres eux-mêmes et de savoir se gérer eux-mêmes. Donc, arriver à gérer avec leurs données. Et comme vous le disiez, Manuel, les données, c'est d'abord pour les patients. C'est-à-dire que quotidiennement, avec le téléphone ou avec le capteur, on regarde sa glycémie, on adapte, on juge. Donc, c'est vraiment d'abord pour le patient. Après, on peut les transférer, soit dans ce qu'on appelle le télésuivi vers son diabétologue qui interroge, soit dans des processus de télésurveillance plus complexes sur des malades encore pires. Ensuite, ces dispositifs, ils améliorent la qualité de vie. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure. Ces études qui ont été faites, alors nous, on s'occupe que des adultes à la Fédération française des diabétiques, mais il y a une association, l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques, qui s'occupe des enfants, et toutes les études montrent à quel point ça soulage les parents qui sont plus obligés de se lever 3-4 fois par nuit pour vérifier la glycémie, pour être sûr que leur gamin ne fasse pas une hypoglycémie, ou qu'ils peuvent être libérés à l'école parce qu'ils savent qu'ils peuvent suivre à distance ce qui se passe, etc. Donc vraiment, ça améliore, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et en allant vers les boucles semi-fermées, on améliore encore ces dispositifs vers l'autonomisation, la qualité et la sécurité. Donc c'est un point absolument fondamental d'évolution. Il ne faut pas dire « Ah ben oui, mais aujourd'hui c'est réservé à 10 000 patients sur les 80 000 et puis ça ne va pas bouger, etc. » Non, ça va se généraliser et c'est l'objectif que ça se généralise au plus grand nombre. Et puis enfin, il y a le côté humain dont vous avez parlé avec le rapport. Une petite anecdote, on a fait une enquête à la Fédération qualitative, c'est-à-dire d'interrogation, par le Diabète Lab, notre structure d'enquête, l'IV Lab, sur la télésurveillance. Et vous savez quel est le premier critère qui est ressorti d'intérêt des patients dans la télésurveillance? C'est qu'ils avaient enfin un interlocuteur humain. Ce n'était pas la télésurveillance qui est sortie, c'est qu'ils savaient à qui s'adresser, parce que quand on les a mis dans un protocole à l'hôpital, on leur a donné un numéro de téléphone avec une infirmière en disant, voilà, vous communiquez avec une IPA ou une infirmière, et, voilà. Et du coup, ils se sont dit, bah, d'un seul coup, j'étais suivi par quelqu'un. Vous voyez le côté humain, à quel point c'est indispensable. Et donc, pour les prestataires, ceux qui en ont besoin, parce que bien entendu, il y en a qui sont parfaitement autonomes et qui n'ont besoin de rien, qui reçoivent par la poste leur truc, leur consommable et qui se débrouillent très bien tout seuls, ceux qui en ont besoin, cet accompagnement est absolument indispensable. Alors, je ne sais plus quelle était la question, mais je ne sais pas si j'ai répondu. Vous y avez répondu, donc même si je ne vous la rappelle pas, parce que je ne me rappelle pas moi-même non plus, mais effectivement, les réponses me satisfont en tout cas. Et effectivement, on parlera de votre étude, notamment dans un instant, parce qu'elle est très emblématique de ce que vous venez effectivement d'évoquer. Alors, pour avancer, parce qu'il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes sur ce sujet, mais peut-être pour aller, j'allais dire, de manière plus profonde et plus précisément sur la valeur ajoutée, ce que vous, finalement, dans vos couloirs, dans vos jobs respectifs, vous percevez comme valeur ajoutée aujourd'hui de ces prestataires de santé à domicile, qui tendent de manière très précisent leurs oreilles à partir de maintenant, finalement, c'est effectivement cette valeur ajoutée que vous percevez. Maxime Patou, un exemple que je trouve intéressant parce que vous l'avez un petit peu souligné et vous me l'aviez dit quand on s'était rencontrés pour préparer le sujet, vous avez vécu 2 ans au Royaume-Uni, vous avez exercé également là-bas, et là-bas, il n'y a pas de PSAD. Comment est-ce qu'on explique, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup en Europe, hein, comment est-ce qu'on explique cette exception française ? Je pense que ça s'explique parce qu'on n'aime rien faire comme les autres, donc ça c'est très français. Très bonne réponse. Et c'est vrai que même quand on reprend les systèmes d'organisation de soins, que ce soit juste le remboursement, nous on est un mix entre le système allemand et le système anglais. Et du coup, je pense que pour la prestation, on a aussi trouvé notre voie qui était originale, mais qui est quand même précieuse. Justement, en Angleterre, donc moi j'avais été très frappé par... Donc en fait, en Angleterre, c'est le système hospitalier qui est payé pour fournir le soin et les ventilateurs. Et donc, ce n'est pas des prestataires extérieurs. Et eux, ils ne vont pas du tout à domicile parce qu'ils ont
pas d'argent, et qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc ils ont une équipe, où j'étais, ils avaient une équipe de 4 techniciens qui servaient à assurer toute la ventilation de plus de 2000 patients, donc quand même un volume de patients qui était assez important, de Londres au Channel, donc jusqu'à Brighton. Donc c'était vraiment une grosse zone géographique. Et donc en fait, les patients, ils étaient laissés en autonomie, ils venaient à l'hôpital pour avoir leur appareillage, ils avaient leur machine, ils rentraient à la maison, et puis débrouillez-vous. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que quand on regardait les données d'observance en comparant un modèle français, où moi je travaillais à Rouen en Normandie, comparativement au système anglais, on avait 2 heures d'observance en plus. Donc le gain qu'on a avec le prestataire, pour moi, il se chiffre de manière extrêmement importante. On peut regarder aussi en regardant les taux de désapparaillage pour les PPC. Globalement, en France, on n'est pas parfait parce que toutes les prescriptions de PPC ne sont pas parfaites non plus, mais on a quand même une meilleure observance que les collègues parce qu'on a cet accompagnement à domicile, et on a cet accompagnement à domicile qui perdure aussi parce qu'on sait très bien que quand on arrête d'accompagner les patients, que ce soit avec du télémonitoring ou juste de la visite à domicile, eh bien, sur des maladies qui ne sont pas aussi avec un enjeu quotidien que le diabète, mais par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, les gens commencent à oublier un petit peu. Et c'est vrai que pour l'observance, c'est vraiment important. Donc on a un vrai bénéfice. Et un des challenges qu'on a, je pense, c'est qu'on ne l'a jamais démontré. Et moi, c'est ma grande... c'est mon grand regret sur le système français, c'est-à-dire que jamais on mettrait un médicament ou un système de soins sans avoir montré. Vous voyez les négociations qu'il y a avec la sécurité sociale pour dire mon remboursement, mon médicament a un service exceptionnel et ça sauve des vies. Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais fait ça en étant PSAD. On n'a jamais dit que les PSAD sauvaient des vies et amélioraient des outcomes qui étaient importants pour les patients. Et c'est pour ça qu'après, les discussions pour les remboursements sont compliquées. Alors que quand on arrivera à montrer que grâce au PSAD, on augmente de temps, grâce aux visites à domicile, on augmente de temps, grâce au télésuivi, on augmente, ça sera très facile d'aller dire au gouvernement et aux Français, qui sont les payeurs in fine, de dire, voilà, oui, on a un surcoût par rapport au système anglais, mais par contre, ça va permettre de sauver tant de patients et d'éviter des évolutions délétères pour tant de patients. Sylvain Bedmisser, même question. Alors on le sait, les infirmiers libéraux travaillent beaucoup, et vous l'avez précisé tout à l'heure, en binôme avec les IDEC pour les PSAD, notamment pour les prises en charge de patients qui nécessitent notamment des perfusions à domicile, puisque c'était l'exemple effectivement aussi de tout à l'heure. Qu'est-ce que cette collaboration aujourd'hui, selon vous, elle apporte finalement aux patients ? Moi, je vais venir sur un point technologique, ce ne sera pas sur la data, mais c'est par exemple, j'ai pensé les midlines. Par exemple, un truc tout bête. Les patients, sur les antibiothéraphies ou les chimiothérapies, c'est sur PAC, mais ils rentrent à la maison et très souvent, ils ont un capital veineux qui est très souvent catastrophique. Pendant des années, c'était le talent des infirmières de réussir à piquer les patients pour qu'ils aient l'antibiotique à heure fixe, à domicile, sans qu'ils aient à retourner à la maison. Et les PSAD, depuis quelques années, ils arrivent à faire en sorte que l'information qu'il existe un matériel qui permette aux patients d'avoir, sans aller piquer constamment, sans avoir les charcuter constamment leur traitement à domicile, arrive. C'est-à-dire que très souvent, l'expérience c'était qu'on avait un patient qui rentrait chez lui, il avait une voie veineuse périphérique, elle tenait pas, on la changeait. Il fallait que ce soit catastrophique pour qu'on envoie le message au prestataire qui appelle le médecin pour qu'il programme, s'il avait envie, s'il y avait possibilité, le midline pour que la patiente ou le patient puisse avoir son traitement. On perd du temps. Le patient, son traitement est pas efficace. Donc on l'augmente encore, en fait, que ce soit pour les remboursements, parce que du coup le traitement sera encore plus long, la prise en charge. Alors que là maintenant, dès lors que les patients sortent de l'hôpital, ils ont déjà leur midline. Et ça, c'est un vrai changement. Et ça, les patients, ils sont contents. C'est-à-dire que les patients, ils se disent « Ah mais voilà, j'ai mon dispositif, ça va, je vais pas me faire piquer 15 000 fois. » Ils sont sereins. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un patient, quand on arrive le matin, quand ils savent que c'est 7 heures, quand l'infirmier arrive, qu'ils savent que la perfusion ne passe pas, qu'ils vont se faire piquer. Parce qu'ils savent que ça peut être très difficile, très douloureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est le PSAD qui a pu le faire. Parce que nous, on va pas à l'hôpital. Et c'est vrai que cette information, pour dire au médecin qu'il existe des dispositifs pour faciliter en fait de prise en charge, c'est les PSAD qui le font avec les infirmières d'évaluation. Quand ils voient le patient, ils disent non, ça, ce patient ne peut pas sortir comme ça. Parce qu'en fait, dans 2 jours, l'infirmière va vous appeler. Bien sûr. Parce qu'en fait, on ne pourra pas faire les traitements comme il faut. Et cette évolution technologique qui existe a été diffusée. Et je pense que le plus gros atout majeur qu'on a eu, c'est le travail des PSAD sur ce point-là, quoi. Ça, c'est, j'allais dire, du point de vue patient. Et qu'est-ce que ça apporte à votre organisation, à vous ?
On va dire de la facilité, c'est-à-dire au sens où on n'est plus à se dire que par exemple pour tel ou tel patient on risque de passer 1 heure ou 2 heures pour essayer de piquer, trouver des solutions aussi pour lui, parce que c'est pas juste laisser le patient comme ça, il faut après tout un travail pour faire en sorte que les traitements soient bien réalisés, et c'est vrai qu'en termes de facilité pour notre temps de travail, c'est un vrai plus. Émilie Lecoq, sur le sujet des enseignements effectivement et de la perception en matière de valeur ajoutée, est-ce que vous notez, vous aujourd'hui, peut-être à patients comparables, une différence entre guillemets que vous pouvez observer lorsque vous organisez la sortie peut-être d'un patient qui va être directement pris en charge par un prestataire de santé à domicile, peut-être par rapport à un prestataire par un patient qui ne l'est pas. Est-ce que déjà c'est plus facile pour vous? Est-ce que c'est plus sécurisant? Est-ce que ça rassure peut-être le patient? Quelle réaction il se produit peut-être à ce moment-là? En fait, en vrai, on ne les fait pas sortir sans PSAD. Oui. Enfin, il faut une structure pour la maison. Je parle toujours de mon expérience d'avant parce qu'aujourd'hui, c'est encore un peu limité. Moi, si je n'avais pas le PSAD, les patients ne rentreraient pas à la maison. Et ce que je leur demandais aussi, c'est de garantir la sécurité du soin. Ce que j'ai du mal à faire, ce qu'on avait du mal à faire en intra-hospitalier, pour l'uniformisation des soins ou le respect des protocoles, et ça, moi j'ai réussi à former, à protocoliser et à faire transpirer tous ces protocoles, et ils étaient garants, ils sont garants du bon fonctionnement, des bonnes recommandations. Enfin, voilà, on travaille beaucoup sur les voies centrales. On demandait à ce que les prestataires, je demandais à ce que le prestataire soit toujours là pour les premiers branchements, avec l'équipe, c'est-à-dire le cabinet infirmier, le prestataire, le patient, la famille du patient si nécessaire. Et ils avaient, c'était carré, c'était protocolisé, ils savaient comment ça devait se passer. Et c'était eux qui nous faisaient le feedback pour me dire, ça passe pas avec le cabinet. Le patient, on sent que ça va être un peu border parce que l'observance ou la compréhension n'était pas là, donc ça me permettait, moi, de revenir, de rappeler, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des patients qui vont demander plus que d'autres. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des gens avec qui il n'y a jamais de soucis. Souvent, c'est une minorité qui pose toujours à peu près les mêmes problèmes. Et c'est vrai que aussi ça, c'est ce qui me permettait aussi de choisir quel type de prestataire. Si j'avais vraiment besoin d'avoir des personnes plus affûtées ou plus sensibles sur certaines typologies de patients, je savais qui j'allais mettre plus que d'autres. En fait, ça me permettait d'affiner vraiment ma prise en soin en fonction de la typologie de patient. Parce que c'est vrai qu'on voit plus collectif à l'hôpital, mais néanmoins, alors on gérait des patients avec des pathologies rares, donc on a une petite cohorte, c'est pas des grosses cohortes. Mais du coup, et le fait d'avoir cette transversalité, que ce soit la coordination par une infirmière de coordination ou une pratique avancée, pour moi, il y a des choses quand même très similaires. Quoi qu'il en soit, on a quand même... C'est des patients qui restent longtemps en hospitalisation, qu'on connaît, qu'on voit en salle, qu'on apprivoise aussi, parce que c'est compliqué. On leur annonce qu'ils vont être dépendants d'une parentérale toute leur vie. Alors, c'est pas... mais voilà, c'est des gens qui vont être dépendants d'une fonction, de soins tout au long de la vie, que ce soit dans l'enfance jusqu'à la mort. Et du coup, c'est de leur faire comprendre que tous ces soins, il faut qu'ils soient faits à la maison, dans les règles de l'art. Donc, nous aussi, on affine vraiment les choses et on choisit en fonction des typologies de patients. Et une sortie conditionnée, la présence des PSAD, c'est peut-être ça aussi une vraie évolution, un vrai changement depuis 10 ans, d'une certaine manière. Sans eux, j'ai pas les pompes, on n'a pas le matériel. Donc, s'il n'y a pas cette structure-là, ne serait-ce que déjà, si on parle juste du matériel, on dépend d'eux. Après, moi, c'est au-delà de ça. Il y a le matériel, oui, parce que on ne peut pas faire sans, mais ça va au-delà du matériel. J'ai besoin d'avoir des interlocuteurs qui répondent à mes problématiques et qui répondent aux problématiques du patient, surtout. Jean-François Thébault, puis Emmanuel Maury, puis ensuite on fera le petit tour et le petit mot de conclusion, monsieur le vice-président, si vous le voulez bien. Même question, mais alors peut-être vu effectivement là, en l'occurrence, de la fenêtre, si je puis dire, du patient et de cette satisfaction que peut avoir finalement le patient à être accompagné à son domicile par des prestataires de santé à domicile. Ça fait partie des éléments de réponse que l'on a dans une étude qui a été effectivement réalisée par la Fédération française des diabétiques. Quel était peut-être d'ailleurs l'objectif de l'étude et qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement aujourd'hui cette étude de ce point de vue-là? Alors avant de vous décrire l'étude, je voudrais quand même vous dire que ce n'est pas seulement la satisfaction et la qualité de vie, ça sauve des vies, ça diminue les complications. Et donc ça fait économiser de l'argent de manière importante, parce que l'équilibre du diabète, ça permet d'éviter les complications du diabète,
c'est-à-dire le coma acidocétosique, les hypoglycémies, mais d'éviter aussi les complications, des complications du diabète, infarctus, AVC, etc. Donc ça, on économise de l'argent en prenant bien les gens en charge. Oui. C'est le premier point. Alors maintenant, ça c'est les PROMS, comme on dit. Patient Reported Outcome Measurement. Et on s'intéresse aux PREMS, la satisfaction du patient. Alors on a fait une étude, et cette étude en 2021, publiée en 2022, bon, elle a été commanditée par un industriel qui voulait avoir son point de vue sur les alternatives possibles aux prestataires. L'avantage de cette étude par rapport à d'autres, mais c'est les mêmes résultats que celle d'OpinionWay, du sondage d'OpinionWay des prestataires, ou même que l'étude Prodige, si ma mémoire est bonne, d'Air Liquide. Elle a été faite par le Diabète Lab, donc une structure indépendante, à partir de la base de données des patients du Diabète Lab. On a à peu près 50 000 patients dans notre base de données qui répondent aux questions. Et là, il y a 1180 personnes, 1118 personnes qui avaient une pompe, donc c'est colossal, hein, et qui ont répondu à ce questionnaire sur leur opinion d'EPSAD. Alors les questions, pour aller vite, 9 sur 10 étaient satisfaits de la prestation d'EPSAD. 9 sur 10. 89% d'entre eux trouvaient que les infirmières faisaient bien leur boulot, et on avait demandé les infirmières EPSAD, au passage, combien par an pour eux c'est optimal. C'était un minimum de 3 passages par an pour l'EPSAD. 8 patients sur 10 disaient qu'ils n'avaient plus besoin d'EPSAD pour la formation à un certain moment, parce qu'ils étaient bien formés, mais que cette formation, elle avait été faite notamment en amont par les infirmières. L'intérêt était porté surtout à grande partie sur la formation aux nouvelles technologies. C'était la première revendication, que les EPSAD nous forment avec toutes les nouvelles, les capteurs, les nouvelles pompes, c'est ça, et la centralisation des données, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais après, il y avait d'autres questions un petit peu alternatives. Est-ce qu'il y aurait d'autres systèmes, et que pensez-vous, je ne vais pas me faire des amis, mais que pensez-vous de fait que ce soit livré par les pharmaciens ? 1 sur 2 disait oui, pourquoi pas que les consommables soient livrés par les pharmaciens. Mais quand on leur demandait s'ils voulaient que ce soit le pharmacien qui prenne en charge la gestion de la pompe, alors là, on n'était plus qu'à 3,5 sur 10 qui disaient oui, les pharmaciens. Donc on voyait qu'il y a une grande confiance de l'organisation d'EPSAD. Alors en même temps, ce sont leurs interlocuteurs habituels. Mais il ne faut quand même pas oublier que les patients diabétiques vont chez le pharmacien pour chercher l'insuline. Donc ils ont un contact. Hein, ce n'est pas un nouvel acteur qu'ils ne connaissent pas. Et enfin, quand on leur demandait qu'est-ce que vous attendez en plus d'EPSAD ? Eh ben, la réponse était de la même. 60% disent nouvelles technologies qui nous forment. Et puis même, alors là, c'est un petit peu plus surprenant, mais c'est intéressant, 53,7% demandaient de l'information sur leur diabète et sur leur maladie. C'était pour eux, l'infirmière était le relais, en quelque sorte, du diabétologue, parce que la totalité des patients qui ont une pompe insuline sont passés par des centres initiateurs, ils sont suivis par des diabétologues. Ce n'est pas comme les diabétiques de type 2 qui ne voient pas de diabétologue. Donc eux, ils trouvaient que les infirmières étaient les bons relais. Donc au total, forte satisfaction du service attendu aujourd'hui, 9 sur 10 à peu près, et une forte attente de la formation, parce qu'ils sont tous très appétents aux évolutions qu'il va y avoir. Et pour eux, cette formation et cette information, elle va venir d'abord par les prestataires qui sont les interlocuteurs quotidiens, alors que le centre, on y va plus souvent. Et alors ça, on le rappelle, hein, c'était un industriel qui avait commandité cette étude pour se passer d'EPSAD ou pour trouver une solution alternative. À la lumière des résultats, qu'est-ce qu'il a fait, cet industriel ? Non, mais je veux dire, c'était une enquête. Vous savez, les enquêtes qu'on construit au Diabète Lab n'ont pas des objectifs commerciaux, mais des objectifs d'enquête. Et pour nous, c'est important. Bon, ils voulaient apprécier ce qu'ils étudiaient, de savoir s'il y avait un autre moyen. Mais si vous voulez qu'on parle des choses crues, je veux dire, il y a un modèle qui a été avec une pompe dont il y a eu le modèle de distribution. Ça ne marche pas. Voilà, donc il y a un modèle qui a été essayé effectivement par le CEPS et on voit que ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous aujourd'hui, on est vraiment à un virage extrêmement important. La pompe à boucle fermée, c'est quelque chose qui doit se généraliser et il ne doit pas y avoir des freins à l'innovation dans ce sens-là, parce que c'est l'avenir, c'est la généralisation, et on doit mettre autour de la table tous les intervenants sur ces boucles fermées, toutes les parties prenantes, que ce soit l'HAS pour les recommandations, le CEPS pour les tarifs, l'EPSAD pour la mise en place, les industriels, les professionnels qui ont leur mot à dire, et les patients, pour arriver à trouver une solution aujourd'hui, parce que c'est l'avenir. Voilà. Si on loupe ça, en France, on va se retrouver avec
un pays de tiers-monde avec du matériel déclassé, les industriels qui n'investiront pas chez nous, parce que au début de la chaîne, c'est l'industriel qui fabrique le produit. S'il n'a pas le marché chez nous, on n'aura pas la pompe. On le voit bien avec des médicaments dont on n'a pas, parce qu'il n'y a pas le prix et le marché. Donc c'est très important, et ne pas perdre de vue que ce n'est pas seulement du confort des patients, même si c'est absolument fondamental, mais qu'aujourd'hui, l'équilibre d'un diabète, c'est plus avec l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois. C'est ce qu'on appelle le temps dans la cible, c'est-à-dire, et qu'on voit, ça a été corrélé partout, que c'est là qu'on permet d'éviter. Première cause d'amputation, première cause de cécité, première cause d'insuffisance rénale dialysée ou greffée, je ne sais plus combien de milliers d'infarctus par an. Vous voyez, on économise des sous. Et d'ailleurs, l'assurance maladie l'a très bien vu dans le dernier rapport chargé-produit, parce qu'elle a classifié maintenant les patients diabétiques en grades et qui correspond au coût par an. Et donc, elle a très bien vu combien on économisait en évitant de passer dans les grades à complications. Emmanuel Maury, un mot de réaction également sur cette étude. Et alors, ce qui est intéressant, c'est finalement d'où vient la demande. C'est une demande de terrain, c'est une demande des patients. Comment on explique cette satisfaction, j'ai envie de dire, populaire? Et question volontairement provocatrice pour faire écho à ce qui vient d'être expliqué, mais qu'est-ce que vous avez de plus que les pharmaciens sur ce sujet, Emmanuel Maury? Alors, en 2 temps, merci pour le partage de ces résultats et puis les témoignages qui remettent sur le devant de la scène le travail quotidien qui est peu visible finalement, parce qu'il se passe au domicile. Et c'est bien ce dont on souffre aujourd'hui, je pense. Et c'est là d'où vient la demande, c'est ça qui est intéressant. Tout ce que vous expliquez, c'est très précis et on voit tous les gestes, toute la formation, toute l'expérience de nos infirmiers, de nos techniciens qui interviennent au domicile, et ça se passe à l'intérieur d'une maison, donc ça ne se voit pas, c'est peu visible, c'est pas à l'hôpital. Donc premier sujet. Donc oui, c'est un succès, vous le montrez tous et vous l'exprimez tous. C'est un succès parce qu'on a des équipes formées, impliquées, investies, qui savent coordonner. On a utilisé ce mot à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Alexandra l'a dit en introduction, c'est remis en cause avec des textes qui arrivent depuis plus de 2 ans maintenant sur les boucles semi-fermées, qui remettent en cause de plus en plus cet équilibre-là entre le service au domicile, la coordination à la sortie de l'hospitalisation. Alors cet équilibre, pourquoi il est remis en cause? Il est remis en cause parce qu'on considère trop vite que tout est automatique, la machine remplace tout et que tout ça va être automatique, plug and play. Ce qui n'est pas le cas, on a eu l'occasion de le répéter. Et les fédérations, la FEDEPSA de la première, pousse à beaucoup de propositions, a fait beaucoup de propositions depuis plusieurs mois, à la fois à l'HAS, au CEPS, pour justement accompagner ces évolutions, proposer des solutions. On a 2 types, moi ça me fait réagir sur 2 sujets. On dit que le service est important. Aujourd'hui, on a des nouveaux textes qui paraissent encore le mois dernier. Le coût du service aux infirmiers, c'est-à-dire le recrutement, la formation, les déplacements à domicile, mais aussi, il faut savoir se dire, les rendez-vous téléphoniques qu'on sait faire aussi à distance, tout ça n'est plus couvert, ne peut plus être couvert par ces nouveaux textes, parce qu'on pense que tout est automatique. Et un deuxième message, c'est que ces technologies-là qui sont révolutionnaires, vous l'avez dit Jean-François, elles sont révolutionnaires parce qu'elles augmentent le tir, elles diminuent l'HbA1c, mais pour autant, elles nécessitent du matériel. Et aujourd'hui, ces textes qui sont parus et qui paraissent successivement depuis 2 ans et qui sont copiés les uns après les autres, n'ont pas été correctement calibrés en termes de matériel à mettre à disposition. Notamment, je parle des capteurs et plus récemment des pods. Et donc, ça veut dire que ça met les prestataires dans un étau en disant continuez à faire ce super service au domicile parce que les patients le plébiscitent, les patients le souhaitent, les patients veulent avoir accès à ces nouvelles technologies et on va démultiplier le nombre de patients qui vont pouvoir y avoir accès parce que les médecins souhaitent continuer à le prescrire. Mais pour autant, on est dans un étau de matériel à mettre à disposition qui n'est plus couvert et de services qui n'est plus couvert non plus. Donc voilà, c'est l'état des lieux aujourd'hui.
Et on est dans une 2024. Vous parliez d'il y a 10 ans. Gardez bien 2024 en tête parce que je pense que il faut qu'il se passe des choses au niveau du diabète aujourd'hui en France. Et au-delà du diabète, je pense que c'est toute la profession d'EPSAD qui est aussi en danger. Jean-François Thébault, d'un mot très rapide. Oui, très rapide, parce que je ne voudrais pas que Madame la ministre m'en veuille trop d'avoir dit ça à propos des pharmaciens. Je pense qu'en fait, le problème, c'est un problème de formation historique. Je veux dire, aujourd'hui, les pharmaciens sont pas en capacité, sauf certains. J'en connais un du côté de Valence qui suit 200 patients qui ont des pompes et qui le fait très bien. Le problème, c'est un problème de formation. Il ne faut pas passer d'emblée au degré le plus sophistiqué. Donc, si les pharmaciens font cet effort et avec leurs prestataires s'y mettent, très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Patrice Rexin, un petit mot peut-être de conclusion, entre guillemets, et surtout avec ce qui vient d'être dit à l'instant par Emmanuel. On a vu tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, avec des témoignages qui sont effectivement très concrets, très terrain, très précieux. Est-ce que là, effectivement, comme on l'évoquait, on n'est pas à un point de bascule, et est-ce que le combat peut-être des 10 prochaines années, finalement, au-delà de celui de l'adaptation technologique ou de la compréhension ou de l'adaptation au système, il va être peut-être celui de la reconnaissance, finalement, encore plus de vos professions dans le système? La conclusion, elle peut être très synthétique. Il y a un consensus sur le fait que les prestataires amènent de l'humanité. Oui. Vous posez la question, l'humanité, c'est quand on permet à un infirmier libéral de mieux piquer un patient et que la venue de l'infirmier ne soit pas une séance de torture. Alors quand c'est en pédiatrie, c'est on peut parler d'humanité. C'est aussi de la sécurité. C'est aussi du relais de compétences. On ne peut pas demander à un infirmier libéral, à un médecin, de connaître toutes les technos, toutes les évolutions et de tout maîtriser comme ça d'un claquement de doigts. Ça permet aussi une approche individualisée, personnalisée des patients. Et en fait, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est comme ça a été dit, dans bien des cas, sans prestataire, le patient ne peut pas être pris en charge à domicile ou ne peut pas rester à domicile. Et pour répondre à votre question, la conclusion sur l'évolution, c'est qu'il faut juste nous laisser la possibilité de continuer à rendre ce service, parce que ça a été suffisamment exprimé, ça devient très compliqué. Nous avons un rôle à jouer. On développe une énergie considérable, une motivation considérable tous les jours. On se remet en cause tous les jours pour répondre, je dirais, à ces besoins, pour pouvoir rendre ce service. Il faut juste nous laisser la possibilité de continuer à nous occuper des patients qui vont être de plus en plus nombreux. Voilà, c'est une injonction, et c'est ça la conclusion, parce que finalement, révolution, modification, non, laissez-nous bosser, laissez-nous nous occuper des patients, je veux dire, permettez-nous de le faire, parce qu'on n'a plus besoin de prouver le service rendu par les prestataires. Merci. Merci beaucoup. Nous étions avec le docteur Maxime Patou, pneumologue à la PHP, Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques, Émilie Lecoq, merci d'avoir été également avec nous, infirmière en pratique avancée à la PHP, Sylvain Benminster, infirmier libéral diplômé d'État, Patrice Rexin, vice-président de la FEDEPSAD, Emmanuel Maury, administratrice de la FEDEPSAD, copilote de la mission diabète. On peut les applaudir et les remercier. Merci beaucoup pour ces témoignages et pour ces retours. Merci d'être venus nous voir, et on va enchaîner dans quelques secondes avec notre table ronde suivante. Il marche encore, très bien. Eh bien, on enchaîne. Hop.